Il existe tellement d'idées fausses sur ce que signifie être amérindien. C'est un vrai problème. Oui, cela n'existe pas. Mais il y a une sorte de fantasme. Un squelette vieux de 4-0 ans, découvert au cœur des plaines accidentées du nord de la Chine, vient de lever le voile sur l'un des plus anciens mystères des migrations humaines. Au départ, les archéologues s'attendaient à une étude de routine. Mais l'analyse des ossements a tout bouleversé. L'ADN présentait une signature génétique que l'on croyait depuis longtemps propre aux ancêtres des premiers Amérindiens. Une vie ancienne, séparée par des continents et des millénaires, a soudainement fait le lien entre deux mondes. Un événement extraordinaire s'est produit il y a des milliers d'années. Et cette découverte pourrait enfin en révéler la nature. Rejoignez-nous pour percer ce mystère et découvrir ce que les preuves suggèrent réellement, les mystérieux habitants de la grotte du Cerf Rouge. À la fin du 20e siècle, les archéologues ont exploré certains des endroits les plus reculés de la planète. L'une de leurs plus grandes surprises fut leur découverte dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Ils ont mis au jour les abords du bassin de Tim, un lieu d'apparence désertique qui recelait pourtant des secrets sous son sable. Cette immense étendue de terre se situait au cœur du désert du Taklamakan, une région autrefois redoutée car elle détruisait presque tout ce qui tentait de la traverser. Le plus étrange, c'est que ce désert mortel s'est révélé être l'un des meilleurs sites de conservation naturelle du passé. Le sol, salé, et l'air sec permettaient à tout ce qui y était enfoui de se préserver pendant des millénaires. En creusant plus profondément, les chercheurs ont mis au jour une nécropole. À l'intérieur, ils ont exhumé des corps dont la forme, la peau, les vêtements et les cheveux étaient encore intacts. Il ne s'agissait pas de momies à l'huile ou enveloppées de linceul, comme les célèbres momies égyptiennes. Ces corps étaient restés intacts simplement parce que le désert les avait figés dans le temps. Lorsque les analyses de datation ont donné leurs résultats, les scientifiques ont été stupéfaits. Les restes reposaient là depuis près de 4-0 ans, attendant d'être découverts. Mais ce n'est pas l'âge qui a véritablement attiré l'attention. Ce qui a captivé le monde entier, c'est l'apparence de ces corps anciens. Ils ne ressemblaient pas aux populations chinoises anciennes que les historiens s'attendaient à trouver. Au contraire, ils présentaient des traits européens marqués. Certains avaient des cheveux blonds roux encore plaqués sur le crâne. D'autres avaient un visage allongé, un nez fin, des yeux ronds et une barbe épaisse. Chaque détail indiquait un peuple venu de très loin. Une silhouette devint célèbre dans le monde entier. Il s'agissait d'une femme souvent surnommée « la beauté de Lulon ». Elle portait des vêtements de laine, des chapeaux de feutre souple et des bottes de cuir. Son style semblait inspiré des peuples anciens d'Europe du Nord, peut-être des anciennes cultures d'Écosse ou de Scandinavie. Les chercheurs commencèrent à élaborer des théories et à proposer de nouvelles hypothèses pour tenter de reconstituer le puzzle. Certains pensent que ces personnes avaient emprunté d'anciennes routes commerciales bien avant que la route de la soie ne soit connue. D'autres défendaient l'idée qu'elles appartenaient à une migration disparue. Certains les ont même rattachées aux Tokariens, un groupe plus récent qui parlait des langues indo-européennes et vivait dans la même région, mais plusieurs siècles après. Pendant longtemps, les momies du Tarim sont restées au cœur d'un mystère que personne ne pouvait expliquer pleinement. De nouveaux indices sont finalement apparus lorsque les scientifiques sont parvenus à analyser l'ADN de ces corps. Les résultats génétiques n'ont pas simplifié les choses. Les tests ont montré que les momies portaient des lignées d'anciens chasseurs sibériens, mêlées à celles d'agriculteurs de l'âge du bronze originaire des hauts plateaux d'Asie centrale. Elles n'étaient ni entièrement européennes, ni entièrement asiatiques. Elles formaient un mélange unique. Un groupe qui a bâti sa propre vie au milieu du désert et créé une culture qui a ensuite été enfouie sous les tempêtes de sable et oubliée pendant des milliers d'années. Mais même si ces corps ont bouleversé le monde, ils n'étaient pas la découverte la plus importante. Le véritable rebondissement est venu d'un squelette plus vieux de 10-0 ans et trouvé loin du désert. Alors que le bassin du Tarim recelait des corps vieux de 4-0 ans, les scientifiques ont mis au jour, dans le sud de la Chine, un crâne datant de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces momies du désert étaient inattendues, mais ce squelette ancien contenait un ADN qui semblait impossible.
Pour parvenir à cette nouvelle découverte, les chercheurs ont suivi la piste sur des milliers de kilomètres vers le sud, jusqu'à la province du Yunnan. Le Yunnan offrait un contraste saisissant avec le nord aride. Au lieu de dunes à perte de vue, le paysage s'élevait de forêts humides, de montagnes escarpées et de rivières sinueuses. Le climat y était chaud, humide et foisonnant de vie. En 1989, une équipe a mené des fouilles dans un lieu appelé la grotte du cerf rouge, ainsi nommé en raison du grand nombre d'ossements de cerfs rouges géants qui y étaient dispersés. Nombre de ces ossements portaient des marques de découpe et de cuisson, attestant ainsi que des populations anciennes s'y étaient installées et y avaient vécu pendant des générations. En fouillant les couches de cendres, de terre et de restes animaux, l'équipe a découvert des fragments de squelettes humains. La calotte crânienne s'est avérée être la pièce maîtresse. Dès que les scientifiques l'ont manipulée, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Ce crâne, qu'ils ont plus tard nommé Mangziren ou MZR, ne correspondait pas aux caractéristiques des humains modernes de la région. Il paraissait plus ancien, presque un mélange de traits anciens et modernes. L'arcade sourcilière était proéminente et épaisse. Le crâne semblait large et la mâchoire forte et profonde. Même l'ouverture nasale paraissait plus large que prévu. Il semblait appartenir à un humain ayant vécu bien avant les populations asiatiques connues des périodes ultérieures. Ce crâne a déclenché un débat qui a duré 3 décennies. Les chercheurs se sont divisés en différents camps. Certains affirmaient même que le crâne appartenait à un membre d'un petit groupe d'humains anciens qui s'étaient réfugiés dans les forêts d'Yunnan longtemps après la disparition de leurs proches. D'autres avançaient l'hypothèse d'un crâne hybride, issu d'un mélange entre Homo sapiens et un autre groupe humain archaïque. Nombreux étaient ceux qui évoquaient les Denisoviens, connus pour avoir vécu quelque part en Asie. Le débat se poursuivit d'année en année, chaque nouvelle étude soulevant de nouvelles questions. Mais le plus grand mystère demeurait l'âge exact du crâne, une découverte majeure en matière d'ADN qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Lorsque les scientifiques sont parvenus à dater précisément le crâne mystérieux par datation au radiocarbone, le véritable choc fut immédiat. Ce résultat a orienté la recherche scientifique dans une direction inédite. L'âge du squelette ne correspondait pas à celui des humains ayant vécu des dizaines de milliers d'années auparavant. Les résultats ont révélé que les ossements appartenaient à une personne ayant vécu il y a seulement 14 ans environ. Cette découverte situe la femme à la toute fin de la dernière grande période glaciaire, une époque où l'on pensait que l'homme moderne était le seul survivant sur Terre. À cette époque, notre espèce avait déjà colonisé l'Europe depuis longtemps, s'était répandue jusqu'en Australie et avait également atteint les Amériques. Pourtant, dans une grotte cachée de Chine, vivait une personne qui semblait appartenir à un monde bien plus ancien. Cette découverte a ouvert la voie à une idée incroyable. Un autre type d'humain, ou peut-être un humain aux caractéristiques plus anciennes, aurait pu vivre aux côtés de nos ancêtres directs bien plus tard qu'on ne le pensait. Pendant près de 30 ans, les chercheurs se sont penchés sur cette énigme et ont tenté de comprendre ce que Mangziren représentait réellement. Certains ont avancé l'hypothèse qu'elle pouvait appartenir à une nouvelle espèce humaine. D'autres pensaient qu'elle pouvait être un hybride, à la fois moderne et ancien, issu de la fusion de 2 groupes humains différents. Personne n'a apporté de preuves suffisantes pour trancher la question. Et les crânes sont restés dans une collection muséale, tel un point d'interrogation persistant. Tout a basculé avec l'arrivée des nouvelles technologies. En 2018, une équipe de scientifiques chinois a entrepris d'extraire de l'ADN de crâne. Malgré un climat local défavorable, l'ADN se dégrade rapidement avec le temps et se conserve mieux dans les environnements froids et secs. C'est pourquoi des restes anciens de Sibérie ont livré un ADN clair à partir d'ossements vieux de plus de 40 ans, permettant aux chercheurs de découvrir des groupes comme les Denisovans. Mais la chaleur et l'humidité d'un âne ont agi comme une machine à décomposer l'ADN. Son fragment minuscule et inutilisable. Nombre d'experts ont alors jugé inutile de tenter l'expérience. Mais l'équipe n'a pas baissé les bras. Ils ont foré le pérus du crâne, un os très dense enfoui profondément dans l'oreille interne. Cet os agissait comme un coffre-fort naturel,
préservant des traces d'ADN longtemps après que le reste du squelette ait perdu son matériel génétique. L'équipe a travaillé dans des salles stériles, a utilisé des méthodes de traitement à froid et a trié d'énormes quantités d'échantillons contaminés par la terre et des microbes. Après un processus long et minutieux, ils ont finalement extrait une infime quantité de code génétique. Celle-ci représente moins de 1% du génome complet. Mais même cette petite quantité a suffi à percer le mystère. En 2022, l'équipe a publié ses résultats, et tout ce que l'on croyait savoir sur ce crâne a été bouleversé. L'analyse ADN a révélé que Mangzi Ren n'appartenait pas à une nouvelle espèce et qu'elle n'était pas issue d'un métissage entre des humains modernes et un groupe archaïque inconnu. Elle était pleinement et complètement une Homo sapiens. Elle a vécu sa vie comme n'importe quel autre être humain moderne de son époque et est probablement décédée entre 20 et 30 ans. Les traits du visage provenaient d'une population ayant évolué différemment des groupes asiatiques ultérieurs, indiquant que les anciens humains modernes présentaient une diversité physique bien plus grande que les populations actuelles. Mais si cela résolvait un problème, l'ADN soulevait un mystère encore plus grand. Les chercheurs ont analysé son ADN mitochondrial, le matériel génétique transmis uniquement de la mère à l'enfant. Sa lignée appartenait à une branche appelée R9C, une lignée disparue dans le monde moderne. Plus personne en Asie continentale ne porte cette lignée. Elle représentait le vestige d'un très ancien groupe humain ayant vécu dans le sud de la Chine pendant des dizaines de milliers d'années avant de disparaître. Ce constat était déjà stupéfiant, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'équipe a ensuite analysé son ADN nucléaire, principal ensemble d'informations génétiques héritées des deux parents. Ils l'ont comparé à l'ADN de populations du monde entier, aussi bien des échantillons anciens que des groupes modernes. Après avoir étudié de nombreuses connexions, ils ont mis au jour un élément caché au cœur même du code génétique. Mangzi Ren partageait un lien génétique clair et direct avec les ancêtres des peuples amérindiens. Son ADN présentait une forte similarité avec celui de groupes aujourd'hui connus, sous le nom de paléo-sibériens, des populations ayant vécu loin au nord et ayant ensuite traversé les terres émergées entre l'Asie et l'Amérique du Nord à la fin de la dernière période glaciaire. Ces voyageurs ont finalement dispersé leur patrimoine génétique à travers l'Alaska jusqu'aux deux continents américains. Les groupes amérindiens modernes, présents des plaines du nord de l'Amérique du Nord jusqu'aux communautés situées au cœur de l'Amazonie, partagent une part importante d'ADN provenant de cette même source. Les chercheurs ont constaté que cette proportion se situait généralement entre 9 et 15% de leur code génétique total. Et là, dans la grotte d'Hunan, se tenait une femme appartenant à cette même population ancestrale, menant sa vie et chassant le cerf rouge bien avant le début de l'histoire écrite. Cette découverte a soulevé une question chez les chercheurs, les obligeant à repenser les migrations humaines dans le passé. Le lien entre la Chine et les premiers Américains. Mangzi Ren vivait dans le sud de la Chine, loin des lieux où les ancêtres des Amérindiens ont fini par se rendre. La distance entre ces deux points s'étendait sur plus de 7 mètres, à travers des paysages qu'il semblerait aujourd'hui impossible de parcourir en une seule vie. Le plus surprenant était que son ADN la plaçait dans le même groupe ancestral qui a ensuite atteint l'autre bout du continent américain. Son crâne devint ainsi une pièce maîtresse d'un mystère qui soulevait d'importantes questions quant à l'histoire que nous connaissons des origines de l'humanité. Les scientifiques devaient trouver une explication. Ils ont donc commencé à remonter plus loin dans le temps vers un monde façonné par la glace plutôt que par les océans. Il y a environ 14 ans, la Terre avait une toute autre apparence. D'immenses calottes glaciaires recouvraient de vastes régions de l'hémisphère nord, s'étendant jusqu'au Canada et à certaines parties du nord des États-Unis. Le niveau de la mer était autrefois plus bas de plusieurs centaines de mètres. De vastes étendues de terre, aujourd'hui englouties par l'océan Pacifique, émergeaient en jadis des flots. L'une de ces régions émergées était l'ancienne terre de Bindia, un pont de terre reliant la Sibérie à l'Alaska. On a longtemps cru qu'un groupe de chasseurs avait traversé cette région vers la fin de la dernière période glaciaire et s'était ensuite dispersé jusqu'aux Amériques. Ce récit
présentait une image simplifiée, mais de nouvelles découvertes ont révélé que les événements réels étaient bien plus complexes et remontaient à une époque bien plus ancienne qu'on ne l'imaginait. Ces nouvelles recherches ont montré que Binga n'était pas un simple passage, mais un immense sous-continent de prairies peuplé d'animaux et offrant suffisamment d'espace pour accueillir d'importants groupes humains. Il y a environ 25 ans, des populations venues de Sibérie et d'Asie orientale ont commencé à coloniser cette région. Ces voyageurs y sont parvenus lorsque le niveau de la mer a suffisamment baissé pour relier les deux parties du globe boréal. Mais une fois arrivés, ils ont été piégés par l'expansion des calottes glaciaires. Les glaciers bloquaient leur accès à l'Asie par l'ouest, tandis que d'immenses barrières de glace au Canada leur empêchaient d'atteindre les Amériques par l'est. Ils purent ainsi s'installer en Bingia, mais ne purent en sortir. Ils y restèrent donc pendant environ 10 ans, une période bien plus longue que toute l'histoire humaine écrite. Durant ces longs siècles, ils vécurent isolés, chassant les animaux de la région et formant une nouvelle population métissée. Au sein de cet isolement, leur ADN évolua et se mélangea, créant un nouveau métissage génétique issu de groupes plus anciens d'Asie orientale du Nord et du Sud. Cette signature génétique unique s'est ensuite propagée aux Amériques lorsque la glace s'est finalement retirée, ouvrant de nouveaux passages. Ce groupe métissé constituait la véritable source ancestrale des populations amérindiennes, issues d'un mélange de chasseurs d'Asie orientale du Nord et de groupes d'Asie orientale du Sud, dont certains ressemblaient à la population à laquelle appartenait Mangziren. En reconstituant cette histoire, les scientifiques ont commencé à comprendre comment Mangziren s'inscrivait dans un schéma beaucoup plus vaste. Grâce à ce lien, ils ont pu suivre une lignée claire à travers le temps et l'espace. Ils ont pu la suivre des forêts chaudes du sud de la Chine aux paysages glacés de la Sibérie, puis à travers le vaste monde de Bingia et enfin jusqu'aux forêts. Les migrations de ces lointains parents ont créé un pont ancestral reliant sa population au premier peuple à s'établir sur le continent américain. Une piste ADN. À travers le Pacifique. Mingren a offert un dernier aperçu d'un groupe disparu, une population qui avait quasiment disparu d'Asie. Et ce qui rendait cette découverte encore plus frappante, c'est qu'elle n'était pas la seule à apporter un tel indice. Une autre découverte majeure, faite dans une région complètement différente de Chine, est venue corroborer cette histoire fascinante. Cette seconde découverte, plus au nord, concernait un squelette très ancien, trouvé en 2003 dans la grotte de Tanyuan, près de Pékin. La grotte se situait à des milliers de kilomètres du Yunnan. Pourtant, une étude plus approfondie a révélé des liens surprenants entre les deux découvertes. Le plus étonnant concernant le squelette de Tanyuan était son âge. Contrairement à Mingren, il ne datait pas de la fin de la dernière période glaciaire. Il était bien plus ancien, environ 40 ans, ce qui repoussait son histoire près de 3 fois plus loin dans le passé. Cet individu vivait à une époque où les Néandertaliens peuplaient encore la Terre et où des animaux géants de l'ère glaciaire parcouraient le continent. Grâce à de nouvelles méthodes scientifiques, les chercheurs ont extrait l'ADN des os et sont parvenus à reconstituer le génome complet de cet homme préhistorique. L'analyse de son génome a révélé le même schéma génétique que celui de Mingren. L'homme de Tanyuan s'est avéré être un Homo sapiens primitif, ayant contribué à la fois aux populations d'Asie de l'Est et aux ancêtres des Amérindiens. De ce fait, Tanyuan Man et Mingren formaient un lien important, démontrant que la population ancienne qui a contribué à la formation des premiers Américains se répandait déjà à travers la Chine bien avant la fin de la dernière période glaciaire. Cela signifiait que l'ascendance commune entre la Chine et les Amériques n'était ni récente ni étrange. Mingren représentait une branche plus tardive de cette lignée ancienne, tandis que Tanyuan Man indiquait la précocité de sa diffusion. Cependant, certains chercheurs se demandaient si ces découvertes ne laissaient pas une partie de l'histoire inexpliquée. Le modèle principal, connu sous le nom de théorie de la stagnation de Binjian, semblait solide car il correspondait aux données génétiques. Pourtant, quelques scientifiques et de nombreux observateurs extérieurs estimaient que cette explication ne répondait pas à toutes les questions. Ils soulignaient que, si la voie de Bing était praticable,
Elle était lente et extrêmement froide, et ne représentait peut-être qu'une partie d'un tableau plus vaste. Il se demandait si une autre voie de traversée du Pacifique avait pu exister bien avant le début de l'histoire moderne. Il s'interrogeait sur la possibilité que les premiers humains aient pu franchir d'immenses étendues océaniques grâce à des méthodes encore inconnues. Et c'est avec cette idée que l'histoire prit une tournure bien plus spectaculaire. De nombreux scientifiques ont adopté l'hypothèse de la population fantôme de Bing comme explication standard, et elle figurait dans presque tous les manuels scolaires. Elle paraissait simple et cohérente, chaque élément s'imbriquant parfaitement dans le suivant, comme les pièces d'un puzzle. Pourtant, pour beaucoup, il manquait quelque chose. Ils estimaient qu'une histoire aussi ancienne et complexe méritait davantage de rebondissements. Ils observaient l'océan Pacifique, cet immense espace recouvrant une plus grande partie de la Terre que tous les continents réunis, et se demandaient si l'humanité ne l'avait pas vraiment considéré comme un simple mur géant. Le Pacifique s'étend sur plus de 60 km. Reste de large. Pendant la majeure partie de l'histoire écrite, on a décrit l'océan comme une montée des eaux infinies qui séparait les mondes. Mais si cette vision était erronée, et si les premiers humains l'avaient perçu non comme un obstacle, mais comme un moyen de se déplacer, cette question a donné naissance à des idées audacieuses. Et le plus surprenant, c'est que certaines de ces idées étaient étayées par des indices difficiles à ignorer. De nombreux chercheurs ont pointé du doigt les Polynésiens, reconnus comme parmi les plus grands navigateurs que le monde ait jamais connus. Ils ont traversé d'immenses étendues océaniques en observant les étoiles, en sentant les vagues et en prêtant attention aux oiseaux qui planaient au-dessus d'eux. Ils ont parcouru un gigantesque triangle océanique, atteignant des lieux comme Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. Bien avant que les Européens ne connaissent l'existence de ces îles, leurs exploits comptaient parmi les voyages les plus impressionnants jamais accomplis par l'humanité. Puis, survint un tournant décisif. Des preuves solides attestaient que les Polynésiens avaient atteint l'Amérique du Sud au moins une fois. Une simple plante en était la preuve. La patate douce était cultivée pour la première fois dans les Andes, de l'autre côté de l'océan. Pourtant, lorsque les explorateurs européens atteignirent le Pacifique lointain des siècles plus tard, ils découvrirent des patates douces déjà cultivées sur des îles polynésiennes isolées. Des chercheurs ont prélevé d'anciens échantillons de patates douces et étudié leur ADN. Les résultats furent sans équivoque. Les Polynésiens avaient navigué jusqu'en Amérique du Sud, rapporté la plante, puis retraversé l'océan avant l'an 1200. Cela prouve que les voyages transpacifiques au long cours ont bel et bien eu lieu. Une fois ce fait admis, beaucoup se demandèrent si des groupes côtiers bien plus anciens auraient pu tenter une expérience similaire. Cette question fut liée à une expérience menée en 1947 par un homme nommé Thor Heyerdahl, qui pensait que des peuples venus d'Amérique du Sud auraient pu atteindre la Polynésie. Pour le démontrer, il réunit une petite équipe, construisit un radeau rudimentaire selon des méthodes ancestrales et prit la mer au large des côtes péruviennes. Il laissa le radeau dériver au gré des courants, jour après jour, sous le soleil et les étoiles. Après plus de 3 mois en mer, le radeau atteignit un atoll polynésien. Son hypothèse sur les origines des Polynésiens s'est avérée erronée. Mais ce voyage a révélé autre chose. Même avec des outils rudimentaires, les premiers peuples pouvaient dériver ou naviguer à travers le Pacifique s'ils comprenaient l'océan. Cette possibilité a conduit à des recherches sur les découvertes faites en Chine. On a ainsi découvert le lien génétique ancien de Ming Ren, qui a vécu il y a 1400 ans, et celui de Tianhuan, beaucoup plus ancien, qui a vécu il y a 40 ans. Tous deux appartenaient à des populations côtières. Que faisaient généralement ces populations? Elles construisaient des embarcations simples, jetaient des filets, pagaillaient le long des côtes et s'aventuraient en nouveaux territoires à la recherche de nourriture. S'ils ont migré le long des côtes pendant des générations, quelle distance ont-ils pu parcourir? Certains groupes auraient-ils pu s'aventurer en haute mer et être emportés par les courants vers des terres inconnues? Ces questions ont donné lieu à des théories controversées. Un exemple célèbre est celui de la théorie de Gavin Menzies.
Ils soutenaient que la grande flotte navale chinoise, commandée par l'amiral Jen Ha au début du 15e siècle, avait fait bien plus qu'explorer l'Asie et l'Afrique. Il affirmait qu'elle avait traversé le Pacifique, longé les côtes des Amériques et même contourné la pointe sud du continent. La plupart des historiens ont fermement rejeté cette hypothèse, arguant que les cartes et les archives ne correspondaient bien pas aux faits. Néanmoins, cette idée a amené à réfléchir aux capacités des grandes flottes, s'aventurant en eaux inconnues. Si de telles expéditions étaient impossibles au 15e siècle, certains se demandaient si des groupes plus petits et moins préparés n'auraient pas pu y parvenir des milliers d'années plus tôt, par accident ou par désespoir. L'énigme de l'aplogroupe X. Tous ces débats ramenaient à une énigme génétique majeure, l'aplogroupe X. Ce dernier appartenait à une petite partie de la population amérindienne, environ 3%. Il se transmettait par la lignée maternelle, tout comme le groupe R9C de Mingiren. Le problème était que les autres principaux haplogroupes amérindiens correspondaient très clairement à des origines est-asiatiques. Ils s'accordaient avec le modèle de Bing. L'aplogroupe X, lui, ne correspondait pas. Ses plus proches parents sont apparus au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Europe. On le retrouvait dans le groupe autour de la Méditerranée et dans des poches isolées sans lien direct avec l'Asie de l'Est. Cela soulevait une question cruciale. Comment une lignée originaire de cette région avait-elle pu se retrouver au sein des communautés amérindiennes, notamment celles des Grands Lacs, il y a des milliers d'années? L'explication classique de Bing ne permettait pas de répondre à cette question. Les chercheurs ont tenté de reconstituer des parcours antérieurs, mais aucun ne correspondait parfaitement au schéma observé. Le mystère demeurait entier, laissant place à de nouvelles hypothèses et à des migrations inconnues qui auraient semblé pu avoir lieu bien avant le début de l'histoire écrite. Certains chercheurs ont mis en évidence l'étrange configuration de l'aplogroupe X et ont tenté d'en proposer une explication. Cette filiation atypique a poussé certains à élaborer des théories audacieuses, notamment celle selon laquelle d'anciens groupes européens auraient traversé l'Atlantique en longeant la banquise. Les partisans de cette hypothèse pensent que ces groupes utilisaient de simples embarcations en peau et suivaient de la banquise jusqu'à atteindre l'Amérique du Nord. La plupart des scientifiques ont écarté cette hypothèse, arguant que le voyage aurait été trop dangereux et trop rigoureux en raison du froid. Selon la théorie dominante, l'aplogroupe X provenait d'Asie, issu d'une population sibérienne cachée qui s'était mélangée à des groupes venus de l'Est et de l'Ouest. Cette population disparue, d'après le modèle standard, aurait traversé la Breninja avant de migrer vers les Amériques. Cependant, faute de squelettes découverts pour confirmer cette hypothèse, l'explication reposait sur de nombreuses conjectures nécessitant des preuves supplémentaires. Les personnes appréciant les idées non conventionnelles ont examiné cette lacune et ont soutenu que la version officielle laissait trop de questions en suspens. Ils ont examiné le lien inattendu du groupe Hapla X, l'ont comparé à l'ascendance chinoise du Sud révélée par Mingen, et ont conclu que le pont terrestre à lui seul ne pouvait tout expliquer. Ils ont alors avancé l'idée que l'océan lui-même jouait un rôle plus important que ce que l'on admettait auparavant. Cela les a conduits à l'idée la plus extrême de toutes. Une théorie marginale connue sous le nom de théorie MO. Selon cette théorie, il existait autrefois un immense continent au milieu du Pacifique. Ce continent était décrit comme chaud, fertile et abritait une civilisation ancienne et avancée. Ses partisans croient que ce monde disparu s'est effondré lors d'une catastrophe soudaine, laissant des survivants se disperser dans toutes les directions. Certains auraient atteint l'Amérique du Sud, tandis que d'autres se seraient installés en Asie, emportant avec eux leurs traditions. Les adeptes de la théorie MO ont utilisé ce récit pour établir un lien entre des populations éloignées. Ils affirmaient que les groupes en Chine et en Amérique du Sud ne partageaient pas d'ancêtres communs en raison de grands déplacements, mais parce qu'ils provenaient tous deux d'une même patrie perdue. Ils défendaient cette idée chaque fois que l'on évoquait les étranges schémas génétiques, prétendant qu'elles reliaient tout à une origine unique. Or, les géologues ont examiné les fonds océaniques et démontré qu'un tel continent n'avait jamais existé, privant ainsi la théorie des mous de toute preuve tangible. Malgré cela, elle continua de susciter l'intérêt, car l'humanité est souvent en quête d'histoires cachées au fond des océans.
Lorsque les chercheurs ont mis au jour de nouvelles populations fantômes en Sibérie et des liens génétiques inattendus en Asie, l'imagination s'est naturellement tournée vers des hypothèses spectaculaires. Chaque nouvelle découverte a suscité des interrogations. Les premiers humains auraient-ils vécu des événements qui n'ont jamais été consignés par écrit? À mesure que les chercheurs approfondissaient ces hypothèses, leur attention s'est portée sur les différents repères chronologiques qui structurent toute cette histoire. On se souvient notamment de la mention d'un squelette vieux de 400 ans, qui s'est avéré être le fruit d'un malentendu concernant les momies de Tim, en Chine occidentale. Ces restes étaient authentiques et remarquables, mais ils appartenaient à des groupes d'Europe et d'Asie centrale, et non aux premiers Américains. Ils racontaient une autre histoire, celle d'une autre période de la migration humaine. Au cœur de ce récit se trouvait la découverte importante de Ming Ziren. Son apparence singulière était liée à une population présentant une grande diversité génétique, qui a fini par disparaître avec l'arrivée de nouvelles populations dans la région. L'écart, cette population et cette Medonna s'est restée isolée pendant des milliers d'années passation, la glace bloquant la route vers le sud. Durant ce long isolement, elle a développé une identité génétique unique. Bien plus tard, lorsque le réchauffement climatique a entraîné le retrait des calottes glaciaires, ses descendants se sont dispersés en Amérique et ont peuplé un hémisphère entier. Pensez-vous que les premiers humains auraient pu utiliser une méthode encore inconnue pour traverser l'océan Pacifique? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Avant de partir, regardez nos autres vidéos.